Et donc on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Roland Lehoucq du CEA, mais qui est connu comme un grand vulgarisateur, voilà, et qui va donc nous dire atteindrons-nous les étoiles? Non, la réponse est non. Mais nous allons en discuter pendant environ 1 heure. Déjà, je vous spoil la réponse directement. La réponse est non. On va voir pourquoi, parce que c'est évidemment une opération extrêmement difficile et pour des raisons fondamentales, enfin de physique fondamentale. Elle n'est pas impossible, mais elle est très difficile, on va le voir dans un instant. Donc dans cette conférence, on va rigoler un peu. J'ai même prévu un truc, parce que c'est les 50 ans de... Enfin, c'est pas aujourd'hui, mais enfin bon, à l'occasion des 50 ans, je vous ferai un petit clin d'œil dans la fin de la conférence. Alors déjà, où est-ce qu'on a été? Alors cette diapositive est illisible, mais ce n'est pas très important, c'est juste pour voir que parce qu'elle est illisible, parce qu'on a été partout dans le système solaire finalement, depuis qu'on envoie des fusées. Alors les premières fusées envoyées, ça remonte un peu, mais enfin on peut dater ça quand même des années 50. Il y a eu bien sûr des fusées quand on voyait pour la Seconde Guerre mondiale, qui étaient comme des missiles d'abord, qui ont ensuite été réutilisés pour des fusées américaines, les premiers missiles Redstone, et puis ensuite d'autres fusées qui ont commencé à étudier la très haute atmosphère. Et puis ensuite, il y a eu toutes les séries de fusées qu'on connaît bien, et qui ont été sur la Lune notamment, bien sûr, les premiers vols orbitaux soviétiques, les fusées sur la Lune, l'exploration du système solaire, par des sondes, mais aussi par des rovers qui sont posés sur Mars. On a visité à peu près tous les coins du système solaire, pas tous les coins exactement, chaque centimètre carré bien entendu, mais on a été fricoté un peu partout dans le système solaire. La sonde Bepi-Colombo passe demain au voisinage de Mercure pour faire son dernier freinage gravitationnel, et puis ensuite elle va être en orbite autour de Mercure, je crois l'année prochaine, et là on va avoir une sonde en permanence autour de Mercure qui va nous imager ça. Il y a déjà des images de Mercure. Bref, on a été dans beaucoup d'endroits, des comètes, les astéroïdes, on a vu plein de trucs. Ça a été long, ça a été compliqué, on n'a pas été partout où on veut, il y a encore plein d'autres choses. Vous avez la mission JUICE qui est partie vers Jupiter il y a peut-être l'année dernière, ou il y a maintenant une bonne année. La mission Europa Clipper américaine, pareil, qui la suit, qui va arriver, partie un peu après, mais qui va arriver un peu avant, quelques mois avant, dans quelques années. Ça dure assez longtemps, la mission est partie il y a 1 an, disons, elle va arriver en 2000, j'oublie la date, mais genre en 2030 ou 32. Donc voilà, il faut attendre un peu. Les plus anciens ne verront pas l'arrivée d'Europa Clipper, désolé pour eux. Les plus jeunes verront sûrement des merveilles que nous n'aurons jamais vues. Et les anciens ont vu des merveilles que les jeunes n'ont jamais vécues. Donc c'est un peu toujours la même chose. Mais finalement, on a fait des choses. Ça reste compliqué parce que les distances à parcourir déjà dans le système solaire sont très considérables. Là, dans une image très classique, maintenant, on montre que c'est les planètes dont les tailles relatives sont respectées, mais pas les distances relatives. Les échelles de distance ne sont absolument pas respectées, mais les tailles relatives le sont. La Terre est une petite bille, assez grosse si on la compare à Mercure, mais enfin infime par rapport au Soleil, bien sûr, ou à Jupiter et Saturne, les 2 plus grosses planètes. Le Soleil, qui fait 1 400 000 km de diamètre à peu près, si on le réduit à la taille d'une bille de 1 cm et qu'on de ce grand facteur de réduction, on l'applique à toutes les distances et à toutes les choses qui sont dans le système, toutes les distances dans le système solaire. Alors la Terre, c'est un point d'imprimerie qui fait 0,1 mm de diamètre, à une distance un peu plus d'1 mètre de cette bille de 1 cm. Vous voyez que le système solaire Terre-Soleil, ça tient là, quoi, à cette échelle-là. Neptune, la planète la plus lointaine, puisque désormais il y a 8 planètes dans le système solaire depuis 2006, elle est à 30 mètres, donc déjà ça ne tient pas dans la salle, qui est pourtant assez vaste. Les limites du système solaire sont déjà assez grandes par rapport à cette salle, les limites au sens, la dernière planète, la 8e planète du système solaire. L'étoile la plus proche, à cette échelle-là, Proxima du Centaure, se situe à 269 km, en gros vers Paris, vue de Dijon. Je sais pas, hein. Moi, je dis, quand je suis à Paris, je dis à Dijon, vue de Paris. Pour une fois, un peu de symétrie. Paris n'est pas le centre du monde, loin s'en faut. Donc, c'est assez considérable. On voit que l'échelle métrique, à cette échelle-là, la distance métrique entre la Terre et le Soleil devient centaines de kilométriques pour l'étoile suivante. Donc, on se dit, ça ne va pas être facile d'y aller, sachant qu'en plus, à cette échelle-là, la lumière, qui se déplace habituellement à 300 000 km par seconde, à cette échelle, elle fait 2 mm par seconde. Vous avez donc 269 km à faire à 2 mm par seconde, et vous pouvez traduire ça tout naturellement en distance lumière, à la vitesse de la lumière officielle de 300 000 km par seconde. Il faut un peu plus de 4 années
pour que la lumière de Proxima du Centaure nous parvienne. Là où la lumière du Soleil met 8 minutes, bravo, mais pas bravo. Bravo parce que vous savez, vous êtes des gens qui sont éduqués en astronomie dans cette salle, bravo à vous. Sauf que 8 minutes, c'est une approximation grossière, sachant que 150 millions de kilomètres à 300 000 km par seconde, la division donne 500 secondes pile, ce qui fait 8 minutes et 20 secondes. Donc quand on dit 8 minutes, dites 500 secondes. C'est très facile à retenir, ça fait 8 minutes et 20 secondes, mais ça fait pile 500 et vous êtes pile. Alors là, vous êtes bravo. Donc 500 secondes pour la lumière du Soleil, 4 années pour l'étoile suivante, Proxima du Centaure. La Lune, un peu plus d'une seconde, 1,25 secondes pour que la lumière nous vienne de la surface de la Lune. Donc c'est dire avec ces distances lumière, en durée de trajet de la lumière, la distance considérable, les durées de voyage considérables à la vitesse de la lumière qui nous sépare de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Alors jusqu'où est-on allé? On a vu tout à l'heure où sommes-nous allés, rapidement évoqué. Jusqu'où est-on allé en termes de distance? Alors j'ai mis ça à jour ce matin pour avoir les vraies valeurs officielles du jour. Ça, c'est sur un site qui s'appelle Heavens Above. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas ce site, il y a plein de choses, dont la position et la distance de toutes les sondes qui ont quitté le système solaire, mises quotidiennement à jour. Alors, quotidiennement, il ne se passe pas grand-chose d'un jour à l'autre, mais tous les mois, là, la dernière fois que j'avais mis à jour ça, c'était il y a 1 an, j'ai dû changer toutes les valeurs du tableau, et il vous donne que ces sondes anciennes sont parties dans les années 70, donc vous voyez, si on prend la plus lointaine, Voyager 1, qui est à 165 unités astronomiques du Soleil, l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Par définition, la Terre est à 1 unité astronomique. Et donc, le Soleil est Voyager 1 est à 165, presque 166 fois la distance Terre-Soleil. Elle est partie en 1977. Alors, sa vitesse, on peut la voir en kilomètres par seconde, sa vitesse terminale. Maintenant, elle est toujours un peu ralentie par la gravitation du Soleil, mais extrêmement peu, parce qu'elle en est venant fort lointaine. Et elle, donc, sa vitesse terminale est un peu moins de 17 km par seconde. Donc c'est une vitesse étonnante pour un vaisseau qui s'échappe du système solaire. Il a atteint la vitesse de libération du système solaire, et la sonde va s'échapper, et ces 4 sondes s'échappent du système solaire. Alors évidemment, 16 km par seconde, 17 km par seconde, c'est pas mal, les autres sont un peu plus lentes. On va dire 15 km par seconde de moyenne, ça sera un peu plus facile à calculer de tête. Ça fait 20 000 fois plus lent que la lumière. La lumière, c'est 300 000. Là, on parle de 15. 15 fois 20 000, 300 000, c'est bon. Alors, ça veut dire que si la lumière met, disons, 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, si cette sonde visait l'étoile la plus proche, ce qu'elle ne fait pas en pratique, elle mettrait 20 000 fois 4 ans. Donc 80 000 ans. Bon. Donc déjà, on comprend qu'il va falloir faire un petit effort, parce qu'on peut attendre 80 000 ans. Après tout, l'humanité est sur Terre depuis 2 millions d'années, mais enfin, on sent bien que ça ne va pas motiver les troupes de fabriquer des sondes dont le résultat sera connu dans 80 000 et 4 ans. 80 000 ans pour y aller. Après, elle dit « Je suis arrivé, regardez, c'est magnifique. » La lumière qu'elle envoie, l'onde radio qu'elle envoie de la lumière, qui nous parvient, elle met 4 ans. Donc 80 000 et 4, bon, les 4 ans, à la limite, on s'en fout quand on dit 80 000 ans. Enfin, bon, soyons rigoureux. Et bien voilà, 80 000 ans après, on a la réponse, c'est super. Bon, évidemment, c'est un peu difficile. Donc, on sent bien que les vitesses des sondes actuelles, qui n'étaient absolument pas prévues, d'abord pour fonctionner aussi longtemps, ces sondes-là ont transmis des informations tout à fait intéressantes sur les confins du système solaire. Elles n'étaient pas prévues pour fonctionner aussi longtemps, et donc elles ont atteint des vitesses qui ne sont pas ridicules, mais qui nous placent pas de manière très favorable pour aller imaginer même visiter une étoile lointaine. Alors on peut quand même remarquer que si on compte les distances exprimées là-haut en heures-lumière, aucune n'a atteint 24 heures-lumière, donc 1 jour-lumière. Il n'y a aucune sonde qui a atteint 1 jour-lumière. Il y a 365 jours-lumière dans une année-lumière, et il y a 4 années-lumière pour l'étoile la plus proche. Donc ça vous redonne une idée de là où on en est. C'est-à-dire, on n'est pas sorti le cul des ronces, comme on dit vulgairement. Donc, mais on remarque quand même, dit, le jour-lumière, on peut le calculer rapidement. Regardez, la sonde, elle est à 165. Le jour-lumière, on peut le calculer, ça fait 173 unités astronomiques. Il en manque en gros 7. Et elle se déplace, regardez, c'est miraculeux, à 3,5 unités astronomiques par an dans 2 ans, tout 2025, tout 2026, début 2027, dans ces eaux-là, fin 2026, début 2027,
on aura une sonde qui aura franchi un jour-lumière. Voilà, il y a encore 2 ans. Voilà, tout ça c'est pour dire qu'il se passe des choses, mais c'est lent. Alors, le système solaire, on a pu visiter des astres du système solaire. Où est-ce que ça s'arrête si on voulait se dire, on veut sortir du système solaire. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir du système solaire? Avant d'aller vers les étoiles lointaines, évidemment, autour d'une étoile lointaine, on en est sorti, on est d'accord. Mais avant ça, vous pouvez imaginer des missions intermédiaires. Alors, sortir du système solaire, c'est ce qu'ont fait ces 4 sondes. Il se trouve qu'elles l'ont fait. Elles ont fonctionné, en tout cas les 2 sondes Voyager ont fonctionné suffisamment longtemps pour qu'on ait la preuve physique qu'elles sont sorties de ce qu'on appelle les limites matérielles du système solaire. Pourquoi les limites matérielles? Parce que le Soleil, au centre de l'image d'ici, avec les orbites qu'on voit là, c'est les orbites des planètes externes. L'orbite inclinée, la très, très large inclinée, c'est l'orbite de Pluton. Hein. Donc là, on est à une échelle, la Terre, elle est vaguement au centre, enfin quelque part dans une orbite qui n'est même pas tracée parce qu'elle est collée au Soleil à cette échelle-là. Donc ces sondes nous ont renseigné sur ce qu'on appelle la cavité solaire d'abord, cette bulle qui est gonflée par le vent solaire, ces particules qui sont émises par le Soleil en permanence, gonflées par le vent solaire dans le milieu interstellaire qui baigne le système solaire. Cette bulle a été gonflée par le vent solaire. Et cette bulle, elle a des conséquences. Le fait que le Soleil émette ce vent solaire, ça a une conséquence, c'est qu'il y a un endroit qui s'appelle l'héliopause, où la pression du vent solaire et la pression du milieu interstellaire sont les mêmes. Et à cet endroit, on passe d'une zone qui est remplie de matériel solaire, donc dont la composition c'est le Soleil, à une zone extérieure où la composition c'est extrasolaire, au sens c'est dans le milieu interstellaire. Donc c'est franchir l'héliopause, qui est l'endroit qui va nous permettre de franchir la cavité interne, matériel Soleil, donc matériel solaire essentiellement, les planètes et puis le milieu interplanétaire issu essentiellement du Soleil, et puis l'extérieur qui n'a a priori rien à voir. Alors, de part et d'autre de l'héliopause, il y a 2 autres structures qui sont intéressantes pour la physique, qu'on appelle ici le choc terminal. Le vent solaire arrive, et puis à l'héliopause, il y a une sorte de matériau qui s'accumule, il faut pousser l'extérieur, hein, un peu comme un chasse-neige, un chasse-milieu interstellaire, et la matière qui arrive très vite derrière, elle rentre dans le machin qui avance pas vite. Et donc, il y a une décélération qui se produit, ce qui forme ce choc terminal au moment où la matière du vent solaire arrive de vitesse supersonique à des vitesses subsoniques. On appelle ça choc terminal. Et puis, l'ensemble du système solaire se déplace dans la galaxie, est en orbite dans la galaxie. Il se déplace à une vitesse orbitale d'environ 250 km par seconde. Et donc, dans le référentiel du système solaire, il y a du milieu interstellaire qui tombe, ou le système solaire qui se déplace en bloc dans le milieu interstellaire. Et là, de la même façon, la matière qui tombe vers le système solaire, il y a un endroit qui est toujours l'héliopause, et bien là, elle va s'accumuler, il y aura une sorte de termination shock de l'autre côté, qu'on appelle bow shock, le choc en arc, et qu'on voit, il y a des images. Je ne vais pas faire toute une conférence sur ces aspects-là qui sont absolument fascinants. Il y a des magnifiques images obtenues maintenant avec les grands télescopes spatiaux où on voit les beaux chocs d'autres étoiles, ce choc en amont de matière qui est devant et qui matérialise visuellement, d'une certaine façon, le mouvement de l'étoile dans le milieu interstellaire. Donc la sonde Voyager 1 a traversé l'héliopause en juillet 2012. Et on en a des preuves physiques, elle transmettait des comptages de particules, et on est passé d'un moment où on comptait beaucoup à un moment où on comptait moins de particules de certaines énergies dans les hauts spectres énergétiques, dans les hautes valeurs énergétiques, et c'était la preuve physique du passage de l'intérieur à l'extérieur, du vent solaire, du milieu solaire au milieu extérieur. Donc on sait qu'on a une sonde qui est au-delà du système solaire dans sa limite matérielle, donc vraiment dans le milieu interstellaire. Il y a une autre limite qui pourrait être définie, qui est plus compliquée, parce que ça peut dépendre aussi d'influences multiples extérieures, qui seraient les limites gravitationnelles. Je suis un corps en orbite autour du Soleil, facile, si c'est la Terre, ok. Les étoiles lointaines ne vont avoir aucune influence sur mon orbite. L'orbite de la Terre peut être perturbée en revanche par Jupiter, par exemple, par les grandes planètes, les grosses planètes, notamment Jupiter, du système solaire. Mais c'est moins vrai, évidemment, quand on est loin du Soleil, la gravité qui s'exerce sur vous, la gravité solaire qui s'exerce sur ce corps, est plus faible, il peut être sensible à des influences extérieures, une autre étoile. Et c'est quoi la distance à partir de laquelle ça devient sensible au point que l'orbite, finalement, n'est plus très stable, et que l'objet pourrait se séparer, s'il était en orbite autour du Soleil, il pourrait se séparer et partir. Alors cet endroit n'est pas très clair, il est estimé à ordre de grandeur 1 année-lumière, 1,5 année-lumière, assez proche du Soleil pour qu'on le sente bien. Si on était à mi-distance entre, disons, le Soleil
et un autre Soleil équivalent, on aurait là le point d'influence équivalente, et puis après, on serait dans la sphère d'influence peut-être de l'autre étoile. Et il y a de cette façon-là, comment dire, une discussion, c'est une hypothèse pour expliquer notamment les comètes non périodiques, les comètes qui tombent vers le système solaire, on les voit passer une fois, puis on ne les voit plus jamais, elles suivent une orbite hyperbolique, dont on pense qu'elles viennent de ce grand réservoir-là, qui est symbolisé comme ça, le nuage de Oort, qui a été fait, dont l'hypothèse a été émise par Jan Oort, un astrophysicien hollandais, qui aurait ce réservoir de corps glacés, de très grand volume, et qui serait à des distances considérables du Soleil, qu'on ne voit absolument pas, qu'on n'observe pas, tant les astres sont faibles et peu lumineux, mais dont on a des traces de temps en temps, quand une comète, quand un de ces petits corps glacés est dévié et tombe sur une orbite hyperbolique vers le Soleil, puis repart et on ne le voit plus jamais. Plus proche, c'est l'image d'en haut du système solaire, l'orbite de Pluton en marquant une frontière, disons Neptune et au-delà, et en particulier Pluton, qu'on appelle les corps transneptuniens. Là, c'est une autre catégorie d'objets qui sont plus proches. Là, pour le coup, on en a des traces. Pluton est peut-être, après avoir été une planète, est devenu une petite planète, une planète naine du système solaire, mais sans doute un des plus gros objets transneptuniens, avec Eris, Quaoar, Sedna, tout un tas d'autres petits corps qui sont de même taille que Pluton, qui orbitent au-delà de Neptune. On en connaît maintenant plusieurs centaines de ces Transneptunian Objects, TNO, Transneptunian Objects, et qui sont entre une trentaine et une soixantaine d'unités astronomiques. Ceux-là sont vraiment physiquement liés au système solaire. Ils ont des plans orbitaux des fois un peu bizarres, comme celui de Pluton, qui est très incliné. Et ce sont sans doute des résidus de formation du système solaire glacé, qui sont dans cette zone-là une sorte de seconde ceinture d'astéroïdes extérieure de petits corps, comme il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et puis après, il y aurait ce nuage de Oort, jusqu'à une année-lumière, et on en est, vous voyez, on n'est même pas à un jour-lumière, et il faudrait atteindre 3 centièmes d'année-lumière, donc 3 centièmes d'année-lumière, c'est déjà une dizaine de jours-lumière, on n'en est pas là. Donc on n'est même pas rentré dans le nuage de Oort, alors regardez un petit corps de ce nuage, sûrement pas, alors que ce n'est pas le cas dans le cas des Transneptunian Objects, puisqu'il y a même la sonde New Horizon, un des suiveurs, après les 2 Pioneers et les 2 Voyager, la sonde New Horizon, maintenant qui est partie, qui a frôlé Pluton en 2015, c'était en 2015 je crois, et qui ensuite a observé en 2019 un petit corps, un petit corps transneptunien, et qui s'appelle maintenant Arrokoth, et qui a été vu comme deux boules collées, là, avec une drôle de tête, quoi, et tout le monde était bluffé par l'image qui a été faite de ce petit objet. Bref, on a vu des choses, il nous manque encore beaucoup de choses à voir, mais rien que ce volume-là, vous voyez déjà, il est très au-delà de nos capacités, en tout cas, non pas qu'on ne sache pas le faire, mais les durées mises pour explorer ce volume-là vont être si considérables que ça rend les projets un peu compliqués. Alors je le remontre, la même chose, cette fois-ci en échelle qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe de 1 à la graduation suivante, on multiplie par 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, 10 000, 100 000, 1 million. L'unité, c'est l'unité astronomique, donc la Terre, elle est à 1, Saturne est environ à 10 unités astronomiques, les limites du système solaire à environ 100 unités astronomiques. Nous, on est arrivé jusque-là, on a des tas de ferrailles qui traînent dans ce coin-là et qui font plus grand-chose, parce que c'est un peu compliqué, il n'y a plus beaucoup d'énergie, c'est 24 heures maintenant pratiquement pour communiquer avec eux, il y a eu des problèmes avec les sondes, enfin bref, c'est toute une affaire, ça fonctionne encore, c'est une sorte de miracle technique. Et puis 1000 unités astronomiques, là on serait vraiment franchement dans le milieu interstellaire, vous voyez qu'on en est encore loin, 10 000, il ne se passe pas grand-chose, alors vous voyez que ça c'est un jour-lumière à peu près vers ici, un mois-lumière, 5000, on est quelque part par là, et puis une année-lumière, non 5000 c'est ça, une année-lumière, c'est dans ces eaux-là, 70 000, donc dans ces eaux-là, une année-lumière, et puis Alpha du Centaure, Proxima du Centaure, à peu près la même chose, à peu près 4 années-lumière. Donc il nous reste du chemin à parcourir. Petite règle pour ceux qui font de l'astrophysique ou de la physique, ou ceux qui aiment bien jouer avec les nombres comme moi, 1 km par seconde, plutôt que d'utiliser en kilomètres par seconde, on peut le traduire en unité pratique pour l'astronomie, c'est 1 parsec par million d'années. Le parsec, c'est 3 années-lumière. 1 parsec par million d'années. Donc si vous faites 10 km par seconde, vous faites 10 parsecs par million d'années. Voilà, c'est pas mal, 10 parsecs par million d'années, mais ça vous met 80 000 ans pour atteindre, enfin un peu plus même, 120 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Petit plan des étoiles aussi voisines, c'est toujours amusant de voir. Maintenant on a un plan, alors là la sonde européenne Gaia a fait merveille, a été capable
repéré, positionné dans l'espace plus d'1,6 milliard d'étoiles, un catalogue absolument stupéfiant, d'une précision inégalée. Avant, le catalogue précédent, c'est le catalogue Hipparcos, 118 000 étoiles. J'étais vivant, j'ai vu ça apparaître, j'ai dit « Waouh, c'est dément !» Parce que quand j'étais petit, moi, j'utilisais les catalogues qui s'appelaient FK4, par exemple. Pour les plus anciens, ils connaissent peut-être ça. Les catalogues FK4 où il y avait 2000 étoiles dont on avait mesuré la distance explicitement. Les autres, c'était des estimations... je ne vais pas faire injure aux astrophysiciens de l'époque, mais enfin, c'était un peu à la mano. Alors qu'ensuite, 110 000 étoiles avec estimation directe, et maintenant 1,6 milliard d'étoiles, on a une connaissance très précise de notre environnement galactique. Il y a 150, on estime 150 milliards d'étoiles dans la galaxie, donc on a une petite zone finalement autour de nous, mais quand même, ça reste un catalogue stupéfiant. Et maintenant, on a des connaissances très précises du voisinage solaire, donc au sens de la position des étoiles et de leur distance. Donc on a le Soleil au centre, évidemment, dans ce référentiel-là, Proxima du Centaure qui n'est pas loin, puis il y en a tout un tas d'autres, d'étoiles avec des noms variables, Procyon, qui est assez brillante, on la voit en ce moment comme une constellation d'hiver. Procyon, c'est dans le... C'est quoi? C'est le grand chien? Dans le petit chien, c'est Sirius, c'est le grand chien. Hein, pas de conneries ici, sinon je me fais... Sinon je ne sors pas de cette salle. Enfin, si, je sors, mais les pieds devant. Et donc, bon, il y en a tout un tas d'étoiles. Sirius, évidemment, là, on ne peut plus la rater maintenant. Donc, des étoiles qui peuvent être assez brillantes, mais d'autres qui sont plus modestes. Alors, les couleurs trahissent leur type spectral. Les jaunes sont un peu comme le Soleil, les rouges sont des naines rouges, ou des blanches, assez brillantes. Sirius et Procyon sont des étoiles plutôt un peu plus grosses que notre Soleil et plutôt brillantes. Bref, on a un environnement de petites étoiles. Et elles sont typiquement à quelques années-lumière. Là, c'est l'environnement à moins de 12 années-lumière. 3,5, ça fait en fait c'est moins de 4 parsecs ou 5 parsecs. Et puis, on peut s'amuser aussi à regarder une chose. On peut se dire, pourquoi bouger hein? Si les étoiles s'approchent, les étoiles bougent. Si par hasard, dans quelques années, genre 100 000 ans, il y en avait une qui passait à 1 année-lumière de la Terre, du Soleil, pareil. Attendons 100 000 ans avant d'envoyer la fusée, plutôt que de mettre une fusée qui mettra 100 000 ans pour atteindre 4 années-lumière. Attendons 100 000 ans qu'une planète, une étoile à la con, s'approche de nous et on ira. Ça sera plus rapide. Bon, alors, peine perdue. Sur ce diagramme ici, alors 0, c'est le départ de la sonde Voyager. Et puis, voilà les positions de tout un tas d'étoiles, Proxima du Centaure et Alpha du Centaure, qui sont très proches l'une de l'autre, 4,3 et 4,4 ou 5 années-lumière, là où elles sont maintenant. Et puis, leur position en fonction du temps. Alors, les graduations, j'attire votre attention, 10, 20, 30, c'est 10 000 ans, 20 000 ans, c'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est par paquet de 10, par paquet de 1000. Donc, dans 40 000 ans, Voyager 1, à sa vitesse de 17 km par seconde, sera à 1,6 années-lumière de la Terre. Bon, elle sera complètement... Et puis, elle sera pas si loin d'étoiles, et même un peu avant le minimum d'approche, alors c'est pour ça qu'ils ont mis ce point-là, elle sera à, je ne sais combien, 2 années-lumière et demie de Gliese 445, qui, elle, va bouger un peu. On voit que Proxima du Centaure, là, regardez, ne faisons pas d'efforts maintenant, attendons environ 25 000 ans. Et là, elles sont à 3 années-lumière. Elles s'approchent de nous. On gratte une année-lumière dans les 25 000 ans. Ça vaut. Et puis ensuite, il y en a une autre, Ross 248, qui va être plus proche que Alpha et Proxima du Centaure, par les jeux mutuels des mouvements relatifs des étoiles dans notre galaxie, dans leurs orbites autour de la galaxie. Donc vous voyez que donc pour dire aussi que si on a un voyage qui est long, alors évidemment, si c'est 80 000 ans, c'est évident, c'est comme la Lune. Si on volait sur la Lune, on ne dit pas, tiens, la Lune est là, et vous vous rappelez, dans Méliès, le canon, il vise la Lune. Non, non, non. Mauvaise idée. Parce que le temps que le boulet arrive, qui n'est pas une bonne idée de prendre un boulet par ailleurs, la Lune, elle a bougé. Donc il faut réfléchir un petit peu. Et donc là, quand vous mettez 80 000 ans de voyage, l'objectif se déplace. Donc il faut réfléchir un peu. Donc il y a un peu de navigation non triviale. Mais ça ne sera pas notre problème ce soir. On oubliera ces détails. Pour l'instant, ça va s'intéresser juste à franchir la distance, froidement, et après, il faudra tourner les boutons pour orienter la chose. Bon, alors vous l'avez compris, il va falloir aller vite. C'est plus des 10 ou 15 ou 20 km par seconde de vitesse terminale. Vitesse terminale, c'est celle que vous atteignez dans le trajectoire. Au cours de sa trajectoire, les sondes Voyager ont atteint des vitesses bien plus considérables que 17 km par seconde, par exemple. Elle a pu atteindre, quand il y a eu les assistances gravitationnelles au voisinage des planètes géantes, jusqu'à 60 km par seconde. Et les sondes dont je parlais là tout à l'heure, Bepi Colombo et je ne sais plus quelle autre sonde, là,
celle qui est passée au voyant du soleil, là, qui est passée tout près du soleil, Parker, merci Vincent, la Parker Solar Probe, quand il est passé au voyage du soleil à 6 millions de kilomètres, sa vitesse était, je ne sais plus combien, 5 ou 600 km par seconde. Enfin, c'était une vitesse incroyable. Mais c'est parce qu'elle tombe vers le soleil, elle est au minimum, au périgée, peut-être 5 ou 600, peut-être, ou 700. Enfin, c'est une vitesse qui est incroyable par rapport à ce... Mais parce qu'en fait, elle tombait vers le soleil, sur une orbite qui ne percutait pas le soleil, évidemment, c'est un peu le but du truc. Elle tombait vers le soleil, et après elle fait le tour, elle a une orbite très excentrique, où elle est très lente là-bas, et après elle retombe plein pot, et elle remonte comme ça. D'accord ? Et donc, 700 km par seconde, entre guillemets, on sait faire. Il n'y a qu'à se jeter de la Terre et tomber vers le soleil. Enfin, c'est pas si simple, parce que vous avez la vitesse orbitale de la Terre, hein, donc c'est pas si simple. Si vous sautez de la Terre, bah, vous accompagnez la Terre dans son orbite, parce que vous avez la vitesse de la Terre autour du soleil, donc bon, il faut sauter à l'envers. La Terre, elle part par là, et vous sautez dans le sens opposé, à 30 km par seconde, pour que votre vitesse orbitale vis-à-vis du Soleil soit 0, et là, vous tombez vers le Soleil, et vous allez tomber en vitesse terminale, vous tombez pile sur le Soleil, ce sera à 42 km par seconde. C'est pas spectaculaire, mais c'est déjà pas mal. Si vous faites ça de plus haut, eh ben, vous tomberez plus vite. D'accord ? Et si vous faites ça de l'infini, vous tomberez avec la vitesse... Je dis ça pour les étudiants qui nous entourent. Et si vous tombez de l'infini, vous arriverez avec la vitesse terminale qui est égale à la vitesse de libération de l'astre. Pour le Soleil, 620 km par seconde. Donc c'est pour ça qu'on atteint des vitesses énormes pour des sondes qui tombent vers le Soleil, qui en passent assez proche en le ratant. En le ratant parce qu'on veut que la sonde reste là. Donc au final, il faut aller vite, on sait aller vite, on a des moyens pour aller vite, mais on ne veut pas aller vite tout court. On veut aller vite en s'échappant du Soleil, du système solaire, en dépit de l'attraction gravitationnelle du Soleil, et donc c'est ça qui coûte beaucoup. Et donc pour l'instant 17 en kilomètres par seconde. Alors comment on fait pour aller vite ? Bon, le truc typique, c'est donc de prendre une fusée, de balancer un truc à l'arrière et ça pousse à l'avant. Ça s'appelle la réaction. Ça date d'il y a longtemps. C'est Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, un des pères fondateurs de l'astronomie, pas de l'astronomie, de l'astrodynamique, de la propulsion des fusées, qui a imaginé ça dès les années 1890, de se propulser par réaction dans le vide spatial. Alors, je vous fais grâce, donc on prend une masse, on prend une petite masse, j'ai appelé DM, pour les des professionnels ici, hein. On prend une petite masse, on la jette très vite, et la grosse masse, elle gagne un peu de vitesse. Elle gagne un peu de vitesse de l'autre côté. D'accord ? Il y a un petit bilan à faire qu'on appelle de quantité de mouvement dans l'affaire. On peut faire ça parce qu'on est des professionnels, on va faire ça de façon relativiste. Ça veut dire quoi relativiste ? En tenant compte du fait qu'éventuellement, les vitesses d'éjection et la vitesse de la fusée peuvent être une fraction appréciable de la vitesse de la lumière, ce qui modifie plein de choses. Ce n'est pas juste le calcul, disons, basique qu'on peut faire sur les fusées ordinaires, les fusées qui ne sont à des vitesses ridicules de quelques kilomètres par seconde au décollage, 8, 10, 12 km par seconde, 15 km par seconde au décollage. Là, on veut éventuellement gérer ça dans des fusées très rapides. Et donc, je donne l'équation, attention les yeux, une équation dans cette conférence, l'équation de Tsiolkovsky relativiste, qui vous lit trois choses. Dans ce processus-là, vous avez une masse initiale, c'est vous. Vous avez une masse finale, c'est vous, moins le carburant. Bon, la charge utile, la masse finale, on va appeler ça charge utile. Vous jetez tout le reste, qui ne sert à rien, ou qui est le carburant que vous avez consommé et éjecté pour la propulsion. Donc la masse initiale, c'est au début, avec le carburant, et la masse finale, c'est à la fin, sans le carburant, il n'y a plus rien. Bon. Ensuite, U. Le petit U, c'est la vitesse d'éjection par rapport à la fusée. Vous jetez un peu vite ou un peu lentement. On comprend bien qu'il va falloir pousser très très vite. C, c'est la vitesse de la lumière, et V, c'est la vitesse terminale, c'est le gain de vitesse. Vous avez une masse initiale, vous connaissez la masse finale, donc entre guillemets, la différence des deux, c'est la masse de carburant que vous avez utilisée. Que vous avez utilisée pour produire de l'énergie qui a permis d'éjecter du carburant à très grande vitesse, pousser ce qui reste de l'autre côté, en essayant de gagner le plus grande vitesse possible qui est donnée par le V, tangente hyperbolique de ce merdier. Alors quand on met des nombres là-dedans, c'est compliqué. C'est-à-dire que le rapport de masse, là, le coup de je fais une grosse fusée, et puis on va faire une énorme fusée, et puis on va faire une sacrée, énorme fusée, suivez mon regard, c'est juste des guignols. C'est-à-dire on n'a pas trop d'autres moyens de faire en même temps, c'est compliqué la vie, on n'a pas trop d'autres moyens de faire, mais le carburant qu'on met en plus, il faut du carburant pour le monter. Mais le carburant qu'on a pris pour monter le carburant en plus, il faut du carburant, vous voyez le plot twist, quoi. C'est pour ça qu'il y a écrit ln, là, ça veut dire logarithme naturel. Ça veut dire que c'est mauvais plan.
Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer, il ne faut pas chercher à avoir une masse énorme de carburant et une masse finale aussi petite, quoi. Si on prend toute la masse de l'univers observable comme masse de carburant, la masse initiale la plus grande possible, c'est quoi? Toute la masse de l'univers observable. 10 puissance 80 protons. Le Soleil, il en compte 10 puissance 50, 51. Donc je prends toute la masse de l'univers observable. Je l'éjecte à la vitesse d'éjection habituelle des fusées, et la masse finale, je prends la plus petite possible charge utile. 1 proton. D'accord? C'est la putain de fusée. Excusez-moi l'expression, c'est enregistré, j'en suis désolé pour le public, mais c'est la fusée où le rapport de masse, la masse initiale, vaut 10 puissance 80 fois la masse finale. On se dit, ça va dépoter, quoi. Dans un proton, évidemment, c'est un peu compliqué de faire de la science avec le proton que vous avez éjecté, hein, d'accord? On ne s'agit pas de faire de la science, c'est juste de faire le plus gros truc qu'on ne pourra jamais faire. Donc ce rapport de 10 puissance 80, en mettant ici U, une vitesse qui est celle habituelle des fusées, de l'ordre de 3-4 km par seconde pour les tests d'éjection, le calcul donne 1900 km par seconde. Vous avez entendu? La plus grosse fusée monstrueuse que vous pourrez jamais faire, elle fait au mieux avec ce procédé-là, en faisant la grosse masse éjectée, 1900 km par seconde d'éjection, si on considère des vitesses d'éjection canoniques, disons, de la chimie habituelle. Donc non. Ça ne sert à rien de faire des grosses fusées si on veut aller vite. Pour aller en orbite, pour faire des plot twists, pour dire qu'on est le meilleur et que la vie est belle, on peut faire des choses. Mais s'il s'agit d'aller vite, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas augmenter, enfin, c'est peine perdue d'augmenter démesurément la masse à éjecter, la masse de carburant, appelons ça de carburant. En revanche, on peut essayer d'augmenter U, la vitesse d'éjection. Parce que là, si on oublie la tangente hyperbolique, c'est en gros directement proportionnel à la vitesse d'éjection. Donc il est 2 fois plus rapide, on peut atteindre une vitesse terminale 2 fois plus grande. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça? Vous prenez de la matière, vous bricolez dedans, vous faites une transformation de la matière. Cette transformation, elle peut être quantifiée par une quantité d'énergie qui est mise en jeu, et même plus brutalement encore par combien de masse a été perdue dans cette matière pour être transformée en énergie, E égale mc2, pour être transformée en énergie qui va être ensuite utilisée pour éjecter la masse restante à très grande vitesse. Donc je récapitule, vous avez une masse de matière devant vous, il y a une machine qui transforme cette masse en un peu moins de masse qui va être éjectée très vite à grande vitesse grâce à l'énergie de la masse qui manque, qui a été transformée en énergie pour éjecter ça. Vous avez compris l'idée? Voilà la formule. Voilà le résultat. Si vous faites de la chimie, en chimie, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il nous dit le Hooke? En chimie, la masse, c'est la même avant-après. Ça, c'est camarade Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Bravo Lavoisier, chimie quantitative, merveille de la science, de la chimie extraordinaire. Mais Lavoisier n'a pas vu une chose, il ne faut pas lui en faire le reproche. D'une part, c'est très difficile à mesurer, d'autre part, c'était très en dehors de son champ disciplinaire de l'époque, tel qu'on le comprenait à l'époque. En fait, dans une réaction de chimie, il y a l'énergie dégagée par une réaction exothermique, ça vient d'une perte de masse très légère, très difficile à mesurer parce qu'elle équivaut typiquement à 1 milliardième de la masse mc2 en jeu dans la chimie, 1 milliardième. Donc si on avait 1 gramme de matériau réactif, il y a 1 milliardième de gramme qui a disparu dans l'opération. Alors quand on mesure avant les composants avant et les produits après, on trouve la même chose, 1 milliardième près, on ne le voit pas ou pas très facilement. En revanche, dans les réactions nucléaires, de fission, on brise un gros noyau, on en fait 2 plus petits, ou on prend un gros noyau, 2 petits noyaux, excusez-moi, on les assemble par fusion pour faire un noyau plus gros. Là, on dégage de l'énergie dans cette opération en faisant, par exemple, 2 petits noyaux pour en faire un plus gros. Le plus gros, il pèse moins lourd, sa masse est moins grande que la somme des masses des noyaux initiaux. Et l'écart de masse, c'est l'énergie qui est dégagée dans la réaction. Et cet écart de masse pour les réactions nucléaires, il n'est pas du milliardième ou du fraction de milliardième, il est de 0,008, 8 10 moins 4 pour la fission, 0,4% pour la fusion, et si vous faites matière-antimatière, je n'explique pas pourquoi ce n'est pas 100%, mais 40% est récupérable. 40%, là on ne joue pas dans la même catégorie. Donc quand vous prenez epsilon ici qui vaut 1 milliardième, là, d'accord? Alors on va prendre, comment on va faire ça? On va prendre 5 10 moins 10. On va prendre 5 10 moins 10. 0,5 milliardième.
c'est de la chimie. Ça fait 10, 10 moins 10, ça fait 10 moins 9. Racine carrée de 10 moins 9, ça fait 3 fois 10 moins 4 en unité de la vitesse de la lumière. Les vitesses de la chimie, c'est 3 10 moins 4 de la vitesse de la lumière. 3 10 moins 4 de la vitesse de la lumière, ça fait 9 km par seconde. Et c'est typiquement, c'est plutôt un peu plus petit que ça, plutôt 5 km par seconde, les vitesses d'éjection de la chimie. Si à la place de epsilon égale ridicule, vous mettez 0,0008, ça fait des vitesses d'éjection qui sont de l'ordre de 4% de la vitesse de la lumière, 9% et 80% de la vitesse de la lumière. Waouh! Alors là, on a compris l'idée. D'accord? On sait où il faut mettre ses moyens. Il faut plutôt faire de la si on veut envoyer des trucs qui sortent vite, des vitesses d'éjection grandes, pour avoir des rapports de masse initiale sur masse finale pas trop délirants, il faut éjecter vite. Et pour éjecter vite, il faut extraire une grande quantité d'énergie de masse pour éjecter le résidu à très grande vitesse. Et avec antimatière, c'est bonnard, mais l'antimatière n'existe pas à l'état naturel, de manière stable, donc il faut la produire avant, donc c'est compliqué. Alors le projet Daedalus 73-78, c'est un projet de la British Interplanetary Society. Ils avaient imaginé ça, voilà un vaisseau. Alors là, les échelles ne sont pas très claires. Là, le diamètre ici, c'est 50 mètres. C'est le premier étage. Ça, c'est le deuxième étage. Ça, c'est la charge utile. La charge utile, c'est 450 tonnes seulement. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal. Pour atteindre l'étoile de Barnard. Il s'était dit, on va viser une étoile marrante. L'étoile de Barnard, c'est l'étoile qui a le plus grand mouvement propre dans le ciel de la Terre. Quand on regarde pratiquement d'une année sur l'autre, avec des moyens d'astronomes amateurs raisonnables, on peut voir le déplacement apparent. Ça ne crève pas les yeux, mais on peut mesurer ce déplacement apparent de l'étoile de Barnard. Alors il fallait, ça atteignait 12% de la vitesse de la lumière, ce vaisseau. Ça c'est pas mal. 12%. Ça met 50 ans pour franchir les 6 années-lumière, ça accélère, puis après c'est à vitesse constante, puis après ça décélère, pour arriver à vitesse... Disons, c'est complètement con si on ne décélère pas, parce que sinon on passe plein pot, on n'a rien vu. Quoi. Donc, oui. Du coup, c'est compliqué, ça rallonge le voyage de freiner, c'est toute une affaire. Bon. Et puis, alors, regardez les chiffres qui sont intéressants. La puissance du moteur, c'est 37 terawatts, 37 000 milliards de watts pendant 2 ans. Alors déjà, on commence à se dire, mais 37 000 milliards de watts, ça a l'air beaucoup, évidemment. Il faudrait le comparer, on peut le comparer à l'humanité. L'humanité, elle consomme 600 hexajoules, 610 puissance 18 joules, 600 milliards de joules par an. Il y a 31 millions de secondes dans une année, donc 600 milliards divisé par 31 millions, ça fait 20 000 milliards de watts. 20 térawatts. Donc cette fusée-là unique, ce vaisseau-là unique, c'est 2 fois la puissance de l'humanité en continu pendant 2 ans. Tata. Là déjà, donc on coupe tout, tous les trucs qui servent à rien, les ordinateurs, tout, on coupe tout. On ne fait plus rien de l'humanité. Toute cette énergie-là, on la garde, 2 ans, et ça fait 1 an de voyage. En nombre, je n'ai pas dit en machine, parce qu'après la machine, il faut la fabriquer. Mais en nombre, c'est 2 ans d'humanité pour 1 année de voyage du vaisseau. Où on ne fait plus rien, on arrête tout. Les frigos, tout, les téléphones portables. Bon. Donc ça va être compliqué. Alors il y a un autre truc compliqué, c'est que le combustible là, qu'ils utilisaient, c'était des malins, c'est pas idiot, je ne raconte pas pourquoi, d'utiliser de l'hélium 3 et du deutérium, sauf que l'hélium 3, il n'y en a pas sur Terre, et donc ils allaient le ramasser sur Jupiter. Donc on sent aussi, ça donne une idée. Évidemment, quand on voit ça, on se dit, les gars, mais c'est des dingues. Mais c'est un peu un rêve d'ingénieur. C'est aussi un plaisir d'ingénieur et d'étudiant. Moi, j'adore faire ces calculs-là. Regardez, ça marche pas. Puis à la fin, on sait bien qu'on est foutu, quoi. C'est pour ça que je dis la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi c'est non. Et puis de comprendre qu'il y aura plein d'étapes intermédiaires. Ça ne va pas se faire d'un coup. Si ça devait arriver un jour, il y aura plein d'étapes intermédiaires, dont la capacité à aller moissonner l'hélium 3 sur Jupiter. Mais avant de faire ça, il faut peut-être avoir une base sur Mars complète. Et avant d'avoir une base sur Mars complète, il faut peut-être déjà avoir complètement industrialisé le système Terre-Lune. Enfin, Terre, c'est déjà fait, mais Lune, enfin, vous voyez. Donc, en gros, il faut être dans The Expanse, pour ceux qui ont fait la série télévisée. Vous voyez, c'est un peu ça l'ambiance. Et The Expanse, il truande un peu des chiffres aussi, je peux vous dire. Donc voilà, il faut être implanté dans le système solaire de manière massive. Massive. Donc, ça donne aussi une idée que ces étapes-là, vues de maintenant, on se dit, waouh, déjà, c'est pas facile de retourner sur la Lune, d'aller sur Mars, alors après d'aller faire les guignols dans tout le système solaire à faire des plans comme dans The Expanse, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'était ce vaisseau du projet Daedalus. Il y a aussi d'autres projets, le projet Longshot, vous regarderez, il y a un certain nombre de projets de voyage interstellaire, on pourrait appeler ça des rêves d'ingénieurs, des calculs qui sont extrêmement intéressants pour jouer avec de la physique, qui montrent qu'on sait penser les choses, il n'y a pas besoin de physique extraterrestre, il n'y a pas besoin d'une physique à inventer, un truc incroyable à trouver, on a tout sous la main, sauf l'énergie en gros, sauf les joules et les watts,
la puissance pour les watts, et puis éventuellement la matière, parce que ça, il ne vous a pas échappé que ça va peser quelque chose. Il faut être capable de... On ne fabrique pas sur Terre, ça. Hein. Il ne va pas le mettre sur Terre, puis boum, ça décolle. Hein. Il n'y a aucune chance. Il est déjà en orbite. Donc il faut fabriquer. Donc en orbite, il faut faire des poutrelles en acier en orbite, ou en alu, enfin ce que vous voulez. Enfin, il faut industrialiser l'espace de manière massive pour pouvoir commencer à discuter ce genre de choses. Bon, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le petit dessin d'une revue de science-fiction Analogue, qui s'appelle Analogue, la couverture de je ne sais plus quelle année, qui montrait ça dans les années 70. Donc il y a eu une grande publicité de ce truc-là, parce que ça a beaucoup excité les aficionados de l'espace. C'était évidemment, moi quand j'ai découvert ça plus tard, j'ai dit waouh, c'est super, je me suis repayé. On trouve le document des ingénieurs, hein, il y a tout un doc de 180 pages, on doit le trouver sur le web, on peut tous payer, c'est super cool. On fait plein d'exercices de physique, de méca, de plein de trucs déments. À la fin, on ne peut pas le faire, mais c'était cool. Il faut bien se faire plaisir dans la vie, sinon c'est compliqué. Alors il y a d'autres vaisseaux qui est pas mal foutu, du côté vaisseau interstellaire de science-fiction, c'est le Venture Star qui est dans Avatar. Vous avez peut-être vu Avatar. Alors lui, on peut dire des choses parce qu'il est très bien fait ce vaisseau. Il est très bien fait parce que d'abord, on comprend que la matière est éjectée par là, sans doute, que du coup, quand la matière elle est éjectée par là, c'est que le vaisseau il va dans l'autre sens, vers la flèche verte. En tout cas, quand il accélère, il va dans ce sens-là. Et puis, il y a un truc qui s'appelle des radiateurs. Alors pourquoi il faut des radiateurs ? Parce que là-dedans, là, c'est le bloc moteur, ce truc-là, il y a une partie de l'énergie produite qui ne va pas servir à propulser le vaisseau. Et cette partie-là, il faut la dégager, parce que sinon ça pourrait échauffer le moteur, comme dans les bagnoles, quoi. Et sauf que les refroidisseurs à air, ça ne marche pas comme dans les 2 chevaux, parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Le refroidisseur à eau, ça ne marche pas non plus, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour refroidir un machin qui doit produire... on a du 37 terawatts pour un machin pas extraordinaire, donc il faut quand même un bon petit refroidissement. Bon bref, il faut des radiateurs. Donc un machin, des grands panneaux qui vont être chauffés, et qui vont rayonner de la lumière, et dans l'espace, c'est la seule façon d'évacuer de la chaleur dans l'espace, c'est de rayonner cette chaleur et de donner de la surface pour que ça rayonne pas trop chaud. Parce que là, si c'est rouge, c'est que c'est chaud. Donc à 700 ou 800 degrés. Et puis, qu'est-ce qu'on voit encore sur ce truc ? Là, c'est sûrement les réservoirs, les grosses boules, et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans ? Évidemment, les mecs comme moi, ils disent qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, on peut faire une enquête. Alors d'abord, on a les performances du vaisseau, parce que ça, c'est dit dans le film. Au début du film, ils nous disent, d'abord, on sait qu'ils vont sur Alpha du Centaure, enfin... Pandora, le monde Pandora est en orbite. Pandora, ici, est en orbite autour de Polyphème, une planète, une géante gazeuse qui ressemble beaucoup à Jupiter, qui est en orbite dans le système d'Alpha du Centaure, c'est dit dans le film. Donc on sait qu'ils ont franchi 4,37 années-lumière. Et puis le voyage, c'est dit au début, il a fait 5 ans, 9 mois et 22 jours. Alors si on ne réfléchit pas trop et qu'on fait division brutale, 4 années-lumière de distance pour faire rond, 6 ans de voyage pour faire rond, 4 divisé par 6, 2 tiers de la vitesse de la lumière. Voilà la vitesse moyenne du vaisseau. Déjà, ça envoie. C'est beaucoup mieux que le projet Daedalus, hein, qui était à 12% de la lumière. Alors on peut dire, du coup, c'est quoi la coco ? Alors pour ça, c'est pas très compliqué. L'équation que j'ai montrée tout à l'heure, là, V sur C égale tangente hyperbolique de tout ça, on peut la tracer pour les différents modes, les différentes vitesses d'éjection. Alors voilà, je la trace. Si vous utilisez la fission, voilà la vitesse terminale 20%, 40%, 60%, 80% et 100%, donc la vitesse de la lumière, en fait, en pratique, qu'on va tangenter sans l'atteindre. Là, c'est la vitesse en unité de la vitesse de la lumière. Horizontalement, le rapport masse initiale sur masse finale. Là, il vaut 10, là, il vaut 100, là, il vaut 1000. Ça, c'est fission, fusion, et ça, c'est antimatière. Donc l'antimatière, on tend vers la vitesse de la lumière, on s'en approche infiniment près par en dessous, mais on tend vers. Donc maintenant, on peut dire la vitesse du Venture Star, vite calculée comme ça sur le gaz, on peut faire une analyse bien plus détaillée. La vitesse maximum, il se trouve que c'est à peu près 2 tiers de la lumière. Donc là, c'est la vitesse que vous voulez atteindre. Et si vous faites par de la fission, par exemple, quel est le rapport de masse ? Il faut que cette courbe-là, quand est-ce qu'elle croise celle-ci ? Donc quelque part par là-bas. Et donc 10, 100, 1000, 10 000, enfin voilà. Un zillion de rapports de masse, un zillion, qui est un nombre assez grand, qui n'existe pas, mais qui est grand, faites-moi confiance. Bref, on sent bien que fission et fusion, c'est compliqué, alors que regardez, pour antimatière, poup, ça croise direct là. Et le rapport de masse que ça donne, si on regarde le truc qui est en dessous, c'est même pas 3. On va dire 3 en chiffre rond. Ça veut dire que vous avez 3 fois plus de masse initiale que de masse finale, donc vous avez 3 kg de vaisseau au début, il y a 2 kg de matière à réagir et 1 kg de vaisseau, de ferraille. Et dans les 2 kg de matière à réagir, il y a 1 kg de matière et 1 kg d'antimatière. Donc c'est pas compliqué pour le Venture Star, il y a 1 kg de matière, 1 kg d'antimatière, 1 kg de vaisseau. Et avec ça, c'est parti mon kiki.
Bon, après, il y a quelques détails techniques sur lesquels je passe, mais essentiellement, vous avez le truc. Alors, le problème, c'est le kilo d'antimatière, d'où il sort. Ça, c'est un premier problème. Je rappelle que les usines à antimatière, enfin, je n'ose appeler ça des usines, mais les endroits où on produit l'antimatière à G continu, c'est de l'accélérateur du CERN. Les estimations que j'ai pu faire et confirmées par un collègue qui y travaille, c'est quelques milliardièmes de grammes par an. Là, il vous faut 1 kilo. Donc vous voyez qu'il faut un peu travailler les usines, et donc il faut payer l'énergie de la production de cette antimatière avant pour pouvoir faire des choses après. Comment on stocke l'antimatière? Je livre ça à votre sagacité. Je vous donne la réponse déjà mauvaise, c'est pas dans une boîte de matière. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut réfléchir un petit peu. J'ai une conférence complète sur l'antimatière si ça intéresse un jour, ça me fera plaisir de revenir à Dijon quand vous voulez. Bref. En tout cas, pour le VentureStar, vous voyez qu'il ne peut fonctionner qu'à l'antimatière, et il y a plein de problèmes qui se posent derrière d'analyse à faire, et c'est jouable, et ça se calcule, et on peut arriver à dire, on comprend ce vaisseau. Le vaisseau d'Avatar, il est parfait, enfin parfait au sens, il est plausible. À défaut de savoir le faire en vrai, il est tout à fait plausible du point de vue de la physique. Alors il y a quelques effets d'un voyage rapide, ça c'est le camarade Einstein qui nous parle. Eh bien oui, parce que quand on approche la vitesse de la lumière, parce que là on veut des vitesses qui vont être 12%, le projet Dédalus, c'est déjà pas négligeable. VentureStar, les 2/3, si on sait faire ça, c'est bonheur. Hein. On va à Alpha du Centaure en 5 ans, quoi. Alors 5 ans, 9 mois et 22 jours. Alors mais non, le camarade Einstein nous a dit que quand on approche la vitesse de la lumière, les durées mesurées ne sont pas les mêmes selon la vitesse relative, selon la vitesse du voyageur. La durée du voyage mesurée par les terriens versus la durée du voyage mesurée par les voyageurs n'est pas la même. Donc, je vous fais grâce des détails, mais 59 mois et 22 jours, c'est qui les mesure? Si on peut se douter que ce sont sans doute les passagers, parce que ce sont une voix off qui s'adresse aux passagers du vaisseau. On sent bien que ce qui les intéresse, eux, c'est combien de temps ils ont moisi dans ce vaisseau. C'est pas combien de temps il s'est passé sur Terre. Ça les intéressera dans un second temps, éventuellement, pour savoir s'ils ont perdu leurs amis les plus chers parce qu'ils ont passé 5 ans dans le vaisseau et 1000 ans sur Terre, quoi. Mais là, ça sera plutôt 6 ans dans le vaisseau, 5 ans, 9 mois, 6 ans dans le vaisseau, et quelque chose comme 7 ans sur Terre. Le décalage sera, vous voyez, de l'ordre de 2 ans pour ce voyage du VentureStar. Je vous montrerai tout à l'heure la planche. Donc il y a des problèmes de durée, il y a des problèmes d'effet Doppler, le fait que quand on regarde une source lumineuse, eh bien, elle n'a pas le même spectre, la même couleur, disons. Si c'était une source lumineuse qui était blanche, eh bien, si elle s'approche de vous, vous la verrez légèrement plus bleue qu'elle n'est en réalité, et si elle s'éloigne de vous, elle sera légèrement plus rouge qu'elle n'est en réalité. Cet effet Doppler-Fizeau, en fait, qu'on connaît sur le son. Sur le son, les sons aigus, quand on s'approche, devient plus grave quand on s'éloigne, et qui n'est ni l'aigu ni le grave, ne sont le son réel de l'engin, parce qu'il est mobile par rapport à vous. Il a une vitesse relative par rapport à vous. Donc effet Doppler, donc ça veut dire que la navigation, il faudra réfléchir un petit peu, les étoiles n'auront pas les couleurs, entre guillemets, qu'on leur connaît si on se déplace très vite. Et puis les signaux lumineux de communication ne vont pas être reçus avec la fréquence à laquelle ils ont été émises. D'accord ? Il y a une vitesse relative, donc il faut en tenir compte. Et puis il y a un truc qui s'appelle aberration des angles, l'idée que la direction d'une source de lumière n'est pas la même si vous êtes là, je la vois comme ça, je suis fixe par rapport à cette source là-haut, elle est là, mais si maintenant je me déplaçais à grande vitesse par rapport à la même source, je la verrai dans une autre direction. Et ça change beaucoup. Alors, ce qu'on voit en dessous, là, dans Star Wars, je dis vitesse lumière, boum, non, mais c'est joli. Mais non, mais il y a un truc assez spectaculaire qu'on peut faire. Vous montrer ces images qui ont été calculées par mon ami camarade Alain Rios, des collègues Alain Rios-Bello, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a dû peut-être vous faire ici une intervention sur les trous noirs, etc. Vous connaissez Alain. Il m'avait filé de cette série-là, qui est simplement un fond de ciel, avec au centre, pour ceux qui l'ont reconnu, Epsilon de l'Éridan, la sable. On ne voit pas l'Éridan depuis la Bourgogne, on est d'accord, mais quand même. On reconnaît facilement Orion, quand même. Ah, voilà. On voit les vrais professionnels. Et donc, Epsilon de l'Éridan, c'est un détail, c'est une étoile qui est communément utilisée dans la science-fiction parce qu'elle n'est pas très lointaine, une douzaine d'années-lumière, mais surtout qu'elle a la vertu d'avoir un spectre solaire, d'être une étoile de type solaire. On a longtemps pensé qu'il pouvait y avoir des planètes autour d'elle qui seraient habitables. On n'en est pas très sûr maintenant, mais en tout cas, voilà, c'était une cible favorite dans la science-fiction. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. On va faire défiler les images. Ça, c'est le ciel si on est fixe. On est sur la Terre, voilà le ciel. Et maintenant, j'ai un vaisseau qui va aller à 10% de la lumière, première image. 20% de la vitesse de la lumière, deuxième image. 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 95, 99. Parce qu'on ne peut pas atteindre 100. Et qu'est-ce que vous allez voir? Le ciel perçu dans le vaisseau, et vous avez en tête l'image du ciel perçu depuis la Terre. C'est parti. Regardez l'effet que ça fait.
ce n'est pas le vaisseau qui accélère, hein. C'est à chaque image correspond une vitesse, et l'impression que ça donne, si on augmentait cette vitesse, c'est que les étoiles se rapprochent dans la direction où vous allez. Les étoiles rentrent dans votre champ de vision, comme si d'habitude, les choses qui rentrent dans le champ de vision, c'est quand je me recule de l'objet. L'impression que ça donne, c'est que je me recule du ciel, parce que rentrent dans mon champ de vision des astres qui n'y étaient pas, alors qu'en réalité, je me déplace plein pot dans la direction centrale de l'image, à des vitesses si considérables que ça modifie très considérablement aussi donc la direction perçue des astres. Et j'aurai de plus en plus d'astres perçus vers l'avant et de moins en moins perçus vers l'arrière du vaisseau. Il faut mettre les hublots à l'avant. Mais les hublots à l'avant, c'est là où tombe toute la matière interstellaire, vous êtes à 2/3 de la lumière, et donc c'est là où vous en prenez plein la gueule de particules énergétiques, et là c'est là où vous mourrez en restant devant la vitre. Donc s'il ne faut pas être là, bon bref, c'est compliqué. Donc il faut une caméra à l'avant, et vous la regardez à l'arrière. D'accord ? Donc cette idée-là, ça montre aussi qu'il y aura des difficultés qui vont se poser. On a dit techniques, elles sont très, très nombreuses déjà, on en a évoqué quelques-unes, mais là, des difficultés de navigation, appelons ça comme dans la science-fiction, d'astronavigation ou de cosmonavigation. La carte du ciel avec laquelle vous partez, d'abord, il vaut mieux qu'elle soit numérique, et puis qu'on la recalcule à chaque fois, puis les étoiles se déplacent, et puis c'est pas les mêmes couleurs, et puis c'est le bordel, quoi. Enfin, il va falloir réfléchir un peu, quoi. C'est pas le paysage reste le même, indépendamment de mon mouvement. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez important à avoir en tête, cette histoire de dilatation des durées. Alors, si on reprend le Venture Star et son voyage vers Alpha du Centaure, et les paramètres qui sont donnés là, donc il nous donne deux informations. La durée propre, ça veut dire la durée mesurée dans le vaisseau. Et la durée terrestre, on ne sait pas. Mais on sait la durée mesurée dans le vaisseau. Deuxième information, la distance parcourue. Ça, c'est important. Et puis, le plan de vol du vaisseau, on ne le connaît pas, mais on peut supposer que c'est un plan de vol canonique où ils accélèrent, la vitesse augmente, après il y a une vitesse de croisière, c'est constant, et après la vitesse diminue pour arriver à vitesse nulle à leur objectif. Donc ça augmente, c'est constant, ça diminue. Dans ce plan de vol-là, il y a deux paramètres importants, la durée du vol de croisière et la durée qu'on va supposer identique de l'accélération et de la décélération. Donc ils accélèrent pendant une certaine durée, j'appelle, mettons, taux 1, constant, pendant une durée de vol de croisière, et après ils décélèrent pendant taux 1 aussi. Ils décélèrent de la même façon. Et on peut prendre pour hypothèse, mais c'est à titre d'hypothèse, que leur accélération, c'est une gravité terrestre. Ça a des vertus, une gravité terrestre, c'est que dans le référentiel du vaisseau, vous aurez l'impression d'être sur Terre. Si vous vous déplacez, vous subirez la même gravité que la Terre, ce qui est confortable pour les passagers. Sinon, ils sont en apesanteur pendant toute la durée du vaisseau, une gravité plus faible, et c'est embêtant parce qu'à la fin, ils sont tout cassés, comme Thomas Pesquet quand il revient après 6 mois d'espace, et là, ils ont 6 ans de voyage, donc ils sont tout cassés, donc ils ne descendent pas. On veut qu'ils descendent, enfin, vous voyez, il faut qu'ils arrivent vivants et utilisables. Bon. Donc, on va supposer ça. Alors, si on fait ces hypothèses-là, vous voyez que j'ai deux inconnus dans mon plan de vol, la durée d'accélération qui est aussi celle de la décélération, et la durée du vol de croisière. Ça, c'est deux inconnus. Je suppose l'accélération, arbitrairement, 1g, et j'ai deux quantités que je connais, la distance et la durée propre. J'ai deux inconnus, j'ai deux trucs connus. En physique, on dit, ça va le faire. Il faut écrire les bonnes équations et en chier un peu, mais on va trouver la réponse. On va trouver les deux trucs qui manquent, et une fois que j'ai ça, je calcule tout. Et la fille, c'est fini. Si j'avais deux inconnus et 3 trucs connus, bon, c'est bien. Ça veut dire qu'il y aurait les trucs connus, ils sont liés entre eux, en fait. Mais si j'avais 5 inconnus et 2 trucs connus, ça ne marche pas. Il faut bosser. Il faut trouver plus de trucs connus, plus d'observables, plus de quantités connues pour résoudre le système, comme on dit. Alors, quand on fait ça, voilà les résultats qu'on trouve. Donc on se dit, si je regarde ça en durée vaisseau, la mise en accélération ou décélération, la même durée, 0,8 ans, vol de croisière, 4,3 ans, pour 5,8 ans, ça fait 59 moins 2 jours, 5,8 ans de durée totale. On peut transcrire ça en durée terrestre ensuite, et puis des distances parcourues, donc on accélère pendant 0,32 années-lumière, après vol de croisière pendant 3,73 années-lumière, et après on décélère pendant 0,32 années-lumière. Donc on peut recalculer complètement le vol du Venture Star à partir de ces valeurs et avec un peu de physique relativiste. On peut faire aussi un petit calcul intéressant, c'est combien d'énergie ça coûte. Parce que maintenant, c'est tout, on a tous les paramètres. J'ai mis l'hypothèse, une gravité terrestre d'accélération. Si je mets une accélération plus faible,
ben, je vais accélérer comme un malade très longtemps, et puis après, je vais avoir un pôle de croisière un peu plus court, puis après, je vais décélérer. Et puis, si je n'accélère pas assez, ben, j'arriverai jamais à faire la durée qui est là. Il n'y aura pas de solution, parce que je n'ai jamais été assez vite, quoi. Donc, on voit qu'avec ça, on peut comprendre qu'il faut quand même accélérer un minimum. J'avais mis un G pour des raisons de confort des passagers. Alors, si on fait les calculs d'énergie maintenant, l'énergie pour ce voyage, cet unique voyage-là, qui est présenté, qui est plausible, c'est 122 000 ans de consommation terrestre d'énergie actuelle. Donc là, si on coupe tout pendant 122 000 ans, on en fait un gros tas, on met tout ça dans le Venture Star, je vous blase sur les détails techniques encore une fois, et paf, on a fait le voyage. Donc là, on comprend encore une fois, vous voyez que le point n'est pas tant, est-ce qu'on prend un moteur antimatière, mais comment on stocke l'antimatière, ou la fusion inertielle à l'hélium 3, ou je ne sais pas quoi, en fait, on s'en fout. Le point, c'est, on n'a pas l'énergie nécessaire. Il faut 120 000 ans d'énergie. C'est un truc de physicien très fondamental, ça. Tu n'as pas l'énergie, tu ne feras pas la transformation. En physique, l'énergie, ça mesure la capacité d'un système à faire des transformations. Vous n'avez pas l'énergie, vous ne ferez pas la transformation. Et si vous l'avez, on peut commencer à discuter, mais il y a des plot twists. Parce qu'il faut la débiter au bon rythme. Hein, c'est pas suffisant. Hein. Parce que l'énergie, là, pour casser cette table, imaginons qu'il faut 1 milliard de joules. Probablement plus que ça, mais imaginez 1 milliard de joules. Et que ça, c'est 1 joule. 1 joule. Je fais ça 1 milliard de fois. Est-ce que j'ai cassé la table? On sent bien que non, quoi. J'ai juste, si je fais ça une fois par seconde, à part mon doigt qui va être détruit dans pas longtemps, je fais ça une fois par seconde, 1 milliard de secondes, vous savez combien ça fait? 30 ans. Donc déjà, on va passer 30 ans à vérifier ça. Ok, donc on est convaincu, hein, on est d'accord? Donc ça ne va pas la casser, et pourtant, ça ne fait pas de doute que si je suis assez motivé et soutenu moralement, je vais être capable de taper 1 milliard de fois comme ça, quoi. On est d'accord? On fait ça, vous me croyez? Dans 30 ans, je serai peut-être plus très bien, mais bon. D'accord? Donc je fais ça, et je ne vais pas arriver à la casser. Et pourquoi? Pourtant, j'ai l'énergie, quoi. Mais je n'ai pas le rythme, je n'ai pas le bon débit d'énergie. Je n'ai pas la bonne puissance. Et quand je fais ça, l'énergie que je fournis à 1 joule par seconde, mettons 1 watt, si ça c'est 1 joule et que c'est chaque seconde, mettons 1 watt, ben elle part, elle fait du son déjà, c'est complètement con, il faudrait éviter que ça fasse du son parce que ce son il part au lieu de casser la table. Et ça chauffe un peu la table et ça détruit mon doigt. Donc bref, tout ça, ça part dans autre chose. Et il y a des pertes, des trucs là où je ne veux pas que ça aille, qui sont plus importantes que là où je veux que ça aille. Et donc il faut envoyer beaucoup plus pour que ce qui part, ben, il y en a toujours qui part, mais qu'il en reste suffisamment pour que ça pète la table. Donc si le 1 milliard de joules, je le mets en un seul coup, là peut-être ça va casser la table. D'accord? Donc ce qui compte, c'est à la fois l'énergie et le débit d'énergie, le rythme auquel vous fournissez l'énergie, et donc là la puissance. Donc de l'énergie, il faut 122 000 ans, et la puissance, il faut, je ne veux pas donner, mais c'est beaucoup de térawatts. Voilà, beaucoup trop. Au final, on est foutu, pour de la physique fondamentale. Mais on peut se marrer à faire les calculs. Je vous engage à les faire pour ceux qui en ont envie, ceux qui en ont les moyens, parce qu'il reste, il faut quand même avoir un peu de science dans les pattes, hein, de techniques calculatoires, de relativité restreinte, pas délirante, mais enfin voilà, il faut connaître un peu de science, mais ce n'est pas facile à faire. Alors justement, à propos de la SAB, puisque la SAB a 50 ans, et la SAB qui ne recule devant aucun sacrifice, il y a 50 ans, a dit secrètement, mais ça sera annoncé plus tard, c'est entre nous, vous ne le répétez pas. Ils ont envoyé une sonde il y a 50 ans. Et voilà. Et jusqu'où elle est allée, hein, parce que la SAB, ils ne rigolent pas trop. Alors voilà, je vous fais ça. Donc la SAB, elle a envoyé une sonde qui a mis 50 ans pour arriver. Aller-retour, parce qu'elle arrive là bientôt en fait, hein, on est d'accord. 50 ans aller-retour. Alors qu'est-ce que représente ce diagramme d'abord pour comprendre? Horizontalement, la distance parcourue en années-lumière, verticalement, la durée terrestre en années. Donc vous voyez, ça a l'air de marcher, ils sont partis il y a 50 ans. À 50, paf, la sonde elle arrive là-dedans, c'est tout bientôt, hein, préparez-vous. Entre-temps, la sonde elle a suivi ce chemin-là, spatio-temporel, elle s'est déplacée sur cette courbe-là. Là, donc elle a accéléré un petit peu là, elle a été à vitesse constante, puis après elle a décéléré, puis elle a réaccéléré, puis elle a redécéléré, à vitesse nulle évidemment, parce que ils ne sont pas cons, ils ne veulent pas qu'elle passe plein pot, ils veulent la montrer à tout le monde, regardez, c'est notre sonde qu'on a envoyée à 50. Alors, si on prend qu'ils ont mis une accélération de 1G, cette sonde, elle a une vitesse, donc elle a accéléré, j'ai fait quoi? Oui, j'ai dû la faire accélérer la moitié du trajet, enfin, la moitié de l'allée, elle a accéléré, l'autre moitié, elle a décéléré, et pour le retour, il y a une moitié où elle a accéléré, et l'autre moitié, elle a décéléré. Donc, un quart accélération, en temps total, un quart d'accélération,
un quart décélération, un quart d'accélération, un quart décélération. Donc, elle a atteint pratiquement la vitesse de la lumière. Bravo. 0,997 de la lumière. Je ne vous dis pas l'énergie, hein, c'est beaucoup. La durée du voyage pour les passagers est assez étonnante, c'est 12,6 ans. Donc Mickey Mouse que vous avez mis dedans, là, la souris expérimentale, elle n'a vécu que 12,6 ans. C'est pour ça qu'elle va revenir vivante. Et elle a atteint 23 années-lumière de distance. Pas mal. Pas mal. Alors, est-ce que c'était un truc juste pour frimer ou parce qu'il y avait un objectif scientifique? Est-ce qu'il y avait un truc intéressant à 23,14 années-lumière? Alors, à 23,15 années-lumière, il y a l'étoile Gliese 667, qui est là, au-dessus de la constellation du Scorpion, là, au-dessus de la queue du Scorpion, on ne la voit pas bien, là, c'est chaud là, elle est quelque part dans ce disque-là. Elle est à 23,15 années-lumière, et c'est une étoile double. Il y a deux étoiles, une qui fait 0,73 masse solaire, l'autre qui fait 0,69 masse solaire, elles sont plus petites que le Soleil, c'est des naines rouges, 0,12, 12% de la luminosité du Soleil, donc ce n'est pas des étoiles extrêmement brillantes, et elles sont en orbite l'une autour de l'autre avec un demi-grand axe orbital de 12 unités astronomiques. Donc c'est une étoile double. Il y a des possibilités de planètes, d'ailleurs, il y a des planètes, la super-Terre Gliese 667c, qui nous dit, il y a plutôt la troisième étoile, en fait c'est un système triple, excusez-moi, il y a une troisième étoile qui a une planète, deux exoplanètes confirmées, et qui sont deux super-Terres. Voilà une vue d'artiste du ciel de Gliese 667c, la troisième étoile, C, depuis une des trois planètes, et voilà les deux planètes, ils ont été là-bas, et c'est en plus, un bon choix, puisque dans la franchise Alien versus Predator, c'est précisément cette étoile qui était choisie pour faire venir que la Vélande, les méchants, les capitalistes de la Vélande Corporation, fait ça. Donc vous voyez qu'en 50 ans de temps terrestre, si on se donne les moyens, mais vous avez compris qu'une accélération de 1G, on continue, on est au-delà des clous, au point de vue énergétique et de puissance, on est au-delà des clous, mais on peut commencer à faire des choses intéressantes, et ça dure que 12 ans dans le vaisseau, enfin que 12 ans. 12 ans dans la caisse à savon, il ne faut pas que ça tombe en panne, enfin voilà, il n'y a pas de fournisseur d'accès à Internet, enfin il faut embarquer des livres, hein, donc il faut s'occuper, quoi. Il ne faut pas se taper sur la gueule, enfin voilà, il y a plein de problèmes. Alors on pourrait dire mieux maintenant, parce que là on a fait 50 ans terrestres, parce qu'évidemment c'est ça qu'on cherchait à fêter l'anniversaire, le 50e anniversaire de la SAB, mais maintenant on pourrait dire, oh non mais 50 ans terrestres c'est petit bras, nous on va faire maintenant en 50 ans propre. C'est-à-dire, non plus maintenant, enfin plus moi, mais vous là, les jeunes, vous dites, je monte dans le vaisseau, et dans 50 ans de ma vie, je vais être de retour sur Terre, et j'ai vu des trucs incroyables. Vous arrivez un peu 50 ans plus vieux quand même, hein. Vous êtes passé 50 ans dans le vaisseau, mais vous êtes, si c'est bien conçu, vivant. Et vous revenez sur Terre. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire? Alors là, c'est pareil, on va vous mettre dans le vaisseau, accélération 1G, décélération 1G, waouh, c'est super le truc qu'on a vu, demi-tour, accélération 1G, décélération 1G, on arrive à dire, ouais, c'est génial, on a vu des trucs démons. D'accord? Parce que je ne vous parle même pas de communiquer, c'est trop compliqué. Ou les petits traits que j'avais mis là, c'est pas grave. Les petits traits, c'était les communications lumineuses, c'est pas grave. Alors en 50 années propres, c'est parti. Alors ici, j'ai mis différents objectifs avec leur distance. La durée en terrestre avec une accélération de 1G, en durée propre, regardez 50 ans. Vous pouvez, 57, je vous le fais à 57, c'est vous. 57 ans, vous pouvez faire l'aller-retour à Messier 31, qui est à 2 550 000 années-lumière de distance. Vous accélérez 1G la moitié du trajet. Vous décélérez 1G, vous êtes dans la galaxie Messier 31, vous dites « c'est super, on l'a vu ». Vous faites demi-tour, instantanément. Enfin, vous passez un jour ou deux, si vous voulez. Pour une galaxie, ça va bien suffire quand même. Et vous refaites la même chose, vous revenez, vous êtes vivant, et la Terre, il s'est passé, comme vous avez atteint en gros, là c'est votre approche de la vitesse de la lumière, à 10-13 près, vous êtes approché à 10-13, un 10 millième de milliardième près de la vitesse de la lumière, 0,9999, plein de 9 de la vitesse de la lumière. Il s'est passé sur Terre, en gros, la durée lumière d'aller-retour. En gros, vous avez voyagé la vitesse de la lumière un petit peu en dessous, quasiment tout le temps. Et donc, il s'est passé sur Terre 5,1 millions d'années. Super. Là, le coup de la frime, il est... Qui sont ces êtres avec des dents pointues? Vous voyez, donc
Donc là, c'est je pars, je suis un homme préhistorique ou un Homo erectus, enfin je ne sais même pas, Homo erectus, c'est même pas il y a 5 millions d'années, je suis qu'est-ce qu'il y a un néandertalien, avant néandertalien, ma culture est vaine. Enfin bref, vous partez dans vous prenez un des premiers hominidés, il a le temps de faire l'aller-retour depuis, en comptant l'apparition des hominidés jusqu'à maintenant, pour aller jusqu'à Alpha du Centaure, pas Alpha du Centaure, à Messier 31. Donc ça donne, voyez, ça donne un peu une idée, ou ça donne une idée. Alors, la distance franchie, alors pourquoi j'ai dit... non, là, il y a un problème, c'est pas le bon truc. C'est pas en 50 ans de temps propre, durée propre aller-retour. Voilà, j'ai dû me tromper sur ça. Bon, j'enlève ça, je recule. J'ai dû faire une confusion. Donc, on peut faire des trucs incroyables, on peut calculer des trucs incroyables, on peut se faire plaisir à des trucs incroyables, ça évidemment, faire des calculs incroyables, on peut jouer avec la physique, c'est aussi très plaisant, on peut raconter des âneries et c'est rigolo aussi, mais vous avez bien compris, je vous l'avais dit dès le début, hein, je ne vous ai pas roulé avec cette conférence. La réponse est non. Voilà. Voilà. Mais bon voyage quand même. Merci à vous.